Est-ce que vous voyez le fond d'écran? Le diaporama. Diaporama, pardon. Non. Alors, je vous ai dit de ne pas parler, mais là, je vous demande un retour. Ouais, c'est bon. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a des arrivées de dernière minute, donc Voilà, on va rentrer tout le attendre un monde en petit même peu. temps. Voilà. Une petite seconde. Voilà. Ok, bon, et ben c'est parti. Moi, je vois pas. Alors, Vous ne voyez pas la première diapositive de notre présentation? Non, enfin, il y a webinaire de restitution mai 2024. Oui, c'est ça. c'est ça, C'est c'est exactement exactement Ah ça. bon, d'accord. Donc, Voilà. voilà. Vous êtes sur la bonne. Non, on va les passer. Et ce qu'on vous propose, c'est de procéder comme au dernier webinaire, c'est-à-dire qu'en cas de questions lors de la présentation, vous puissiez les noter dans la conversation, donc dans le chat de Teams. Et puis en fin de séquence, on prendra un temps où on répondra à l'ensemble de ces questions. Alors, nous avons 5 points à l'ordre du jour de notre webinaire, donc pour une durée de maximum 1 heure. On va vous rappeler le contexte de la démarche de révision de la charte, un petit point sur les objectifs, le déroulé et la participation de cette quatrième série d'ateliers participatifs, et puis une synthèse de toutes les contributions compilées. C'était des ateliers qui étaient thématisés, avec une séquence également à chaque fois sur positionnement des élus du comité syndical sur certaines questions que l'on vous présentera aussi. Et puis, en conclusion, les suites de la démarche de concertation et puis plus globalement de la révision de la charte. Donc, en point d'étape, une révision de charte, c'est une procédure qui est réglementée avec des étapes obligatoires, donc un lancement officiel qui a été réalisé au mois de juin 2022 avec la délibération du comité syndical qui a permis de retenir le périmètre d'études. Donc, on a 24 nouvelles communes par rapport au périmètre actuel qui travaillent sur cette élaboration de la nouvelle charte sur les 3 départements, donc 24 sur les 3 départements en plus. Donc, on est sur un périmètre de 130 communes. Nous avons présenté les modalités d'organisation, le budget. Donc, le budget pour une révision de charte est pris en charge par les 2 régions. Et puis, à partir de là, les études préalables ont été initiées en 2023 et jusqu'en 2024 avec l'évaluation de la charte, la mise à jour du diagnostic de territoire, la concertation qui a pris plusieurs formes, donc les ateliers de concertation, mais également une enquête publique, des temps immersifs pour aller au-devant des habitants du parc, et puis le début de la rédaction du projet de charte avec l'ensemble des annexes. Dans cette phase de rédaction-concertation, l'ensemble des élus, des collectivités adhérentes, les acteurs socio-économiques, les associations et les habitants ont été partie prenante de cette phase-là. Nous sommes aujourd'hui dans une dernière phase qui est la rédaction de la charte, qui va devoir être à nouveau discutée avant une validation au comité syndical. Et à partir de là, le projet de charte étant validé par le comité syndical, il est transmis aux régions qui transmettent à l'État. Et on a un ensemble d'avis qui fera vivre ce projet, avec en premier lieu un avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs. Il y a également prévu dans la procédure un avis de l'autorité environnementale. Donc, tous les différents avis vont nous amener à revoir le contenu du projet de charte. Dans la procédure, il y a également une enquête publique qui est à réaliser. Et puis au final, le projet de charte sera mis en consultation des services de l'État et interministériels. Le comité syndical validera la charte qui sera soumise aux délibérations de toutes les collectivités en fin de parcours, c'est-à-dire à l'automne 2026. Les communes,
communautés de communes, communautés d'agglomération, les départements, les régions, les villes-portes délibéreront sur la charte pour décider d'adhérer au parc en fin de parcours. En termes d'actualité aussi, pour que vous ayez une visibilité sur la temporalité au sein de ce webinaire, donc on a été validé en comité syndical du 9 mars dernier le sommaire détaillé du projet de charte, c'est-à-dire que le document dans son ensemble a été validé par les élus du comité syndical dans juste sa structure générale. Vous voyez ici projeté à l'écran la stratégie opérationnelle qui a été validée. Donc, il s'agit bien ici du projet et des objectifs que se donne le territoire à l'horizon 2024. Et la stratégie opérationnelle consiste en réalité en l'ensemble des actions et des objectifs qu'on se fixe pour atteindre cette vision qui a été dessinée. Donc, pour retracer la diapositive que vous voyez à l'écran, on retrace aussi le cheminement qui a été fait, c'est-à-dire qu'on est bien reparti à la fois de l'évaluation de notre charte actuelle, du diagnostic du territoire, également de l'ensemble des notes dont on a pu bénéficier pour alimenter notre réflexion, c'est-à-dire les notes du conseil scientifique prospectif, des notes de l'État, des notes des régions également. Et c'est fort de cette matière, et également toute la matière issue de la concertation, qu'on a pu dessiner à la fois donc, le projet et puis la stratégie opérationnelle que vous voyez projetée à l'écran. Cette stratégie, elle est déclinée en 3 ambitions, 6 orientations stratégiques et 19 fiches mesures. Le fil conducteur étant la connaissance et l'adaptation au changement climatique du territoire. On a une première ambition qui concerne les éléments, les biens communs, qui s'intitule Prendre soin de l'essentiel. Une deuxième ambition qui est plus centrée autour des modèles, et notamment de l'évolution des modèles, notamment des modèles économiques pour plus de résilience. Et puis enfin, une dernière ambition intitulée Réinventons nos vies, qui concerne plus l'évolution du vivre ensemble et du collectif sur le territoire. Pour revenir plus précisément sur les ateliers, donc la diapositive qui vient de vous être présentée retrace ce qui avait été acté en mars. L'objectif, ce qui a été fait entre la validation de cette architecture générale et les ateliers de concertation de fin mars, c'est de commencer à rédiger ces fiches mesures, c'est-à-dire de vraiment on a posé des premiers éléments de proposition sur chacune de ces fiches mesures, chacune de ces thématiques. L'objectif en mars, c'était de présenter nos premiers travaux qui avaient été menés plutôt en interne et en concertation resserrée, et de mettre à la discussion et au débat ces premiers travaux. Donc on avait une présentation du sommaire qui vient de vous être projetée, la discussion et les arbitrages sur le niveau d'ambition à retenir pour chacune de ces fiches mesures. Également, on a évoqué donc, les engagements à porter pour faire advenir le projet de territoire. Et enfin, c'est venu vraiment alimenter l'écriture de chacune des fiches mesures. Il a été retenu de réaliser un atelier thématique par soir durant toute une semaine, donc du lundi au jeudi, toujours à Haute-Bienne, et puis de répartir les thématiques dans les différentes soirées. Donc, vous les voyez à l'écran. L'objectif était de pouvoir rassembler certaines thématiques qui avaient des enjeux aussi en commun. Sur le déroulé en tant que tel des ateliers, donc on avait 3 heures, une première phase de 2 heures et puis une dernière phase d'1 heure que vous voyez délimitée par le bandeau bleu fin de première partie. Donc la première partie de 2 heures où étaient conviés à la fois l'ensemble des élus du territoire et également les partenaires techniques. Qui s'est déroulée en 3 temps. D'abord, une introduction en plénière. On a rappelé à tous les participants, voilà ce qu'on a fait aussi auprès de vous, c'est-à-dire rappeler la démarche, où on en était dans la démarche. On a présenté les objectifs de l'atelier, le sommaire détaillé du projet de charte qui vous a été projeté, et puis on a fait un zoom sur aussi ce qu'est une charte de parc, pour qu'on puisse bien partir tous du même point de départ afin d'échanger. Ensuite, le second temps, qui était le temps le plus conséquent et le plus important, évidemment, l'atelier était un temps en sous-groupe thématique entre élus et professionnels
pour nourrir l'élaboration des fiches mesures. Et puis en troisième temps, où il était procédé à une restitution des discussions qui a été tenues en sous-groupe et puis des éléments conclusifs. Ensuite, une pause assez courte et enfin un dernier temps qu'on a voulu concentrer avec nos élus, avec les élus du syndicat mixte du parc, pour notamment aborder certains sujets un peu clés euh, et potentiellement un peu clivants, mais surtout un peu clés pour la rédaction du nouveau projet de charte. Donc au global, nous nous sommes retrouvés à 150 participants sur sur 4 soirées. Euh, pour rappel, l'ensemble des élus, donc des maires, les délégués du comité syndical ont été conviés, l'ensemble des services avec qui nous travaillons ont également été conviés à toutes les échelles des collectivités, les socioprofessionnels aussi ont été conviés à contribuer, participer, réagir, et les associations. Donc, nos partenaires, des signataires de la charte, ont été conviés à ces temps de discussion parce que c'est avec eux que la charte se mettra en œuvre pour les 15 années de sa vie. Donc, on a eu de très, très bons échanges. En fonction des thématiques, on avait des profils, des groupes qui n'avaient pas forcément les mêmes compositions. Et donc, ça a été très, très enrichissant de ce point de vue-là. Et l'ensemble des élus en charge des commissions thématiques étaient également présents pour pouvoir, aux côtés de l'équipe, animer les temps de discussion. Le premier soir, il y a donc eu mis à la discussion 2 fiches-mesures sur ces thématiques que sont l'éducation, la communication et la culture. Donc, toutes les fiches-mesures, donc ce qui est vraiment le cœur du réacteur, les documents qui permettent de se fixer des objectifs, n'étaient pas rédigés forcément ou nécessitaient des discussions encore en amont. Donc, ce sont ces 2 fiches-mesures qui ont été proposées sur ce premier atelier. Donc, vous verrez que c'est variable en fonction des soirées. La première, c'est renforcer l'innovation sociale et culturelle. Et la seconde, c'est renforcer le lien au vivant, au territoire et au parc par la sensibilisation et l'implication. Concernant la fiche mesure numéro 16, ce qui est ressorti des débats, c'est l'importance de valoriser la culture comme support à la construction et la diffusion d'un récit positif sur l'adaptation au changement climatique et à la transition du territoire. En d'autres termes, c'est vivre différemment, faire société dans un monde qui change. Donc ça a fait vraiment, c'est un élément clé qui était attendu dans cette rédaction de fiches mesures. L'autre point important en synthèse, c'est des attentes fortes qui ont été exprimées pour que, à l'échelle du parc, il puisse y avoir le développement de tiers-lieux. Donc ça existe déjà, mais ce qu'on attend de la charte, quand je dis on, l'ensemble des parties prenantes attendent de la charte, c'est qu'il soit un moyen de soutenir le développement de tiers-lieux et également la gouvernance des biens communs, parce que c'est un élément essentiel pour pouvoir continuer à vivre ensemble sur un territoire de qualité. Sur la fiche mesure numéro 18, renforcer le lien au vivant, au territoire et au parc par la sensibilisation, c'est une des missions prioritaires d'un parc que de travailler sur la sensibilisation et l'éducation au territoire, avec une cible qui a été confirmée comme particulière et sur laquelle on devait, dans cette fiche mesure, avoir des actions spécifiques, c'est la cible des jeunes au sens 15-25 ans. Parce qu'on sait que c'est pas forcément une cible qui est facile à atteindre. Donc, avec cette nouvelle charte, ce qui est attendu, c'est qu'on poursuive forcément le travail auprès du jeune public, mais également sur les 15-25 ans, avec des formats qui restent à inventer. Œuvrer en faveur du vivre ensemble entre les habitants et notamment les ruraux et néo-ruraux, ça fait écho à ce qui a été évoqué dans d'autres fiches mesures aussi, c'est comment on peut mieux concilier les usages, les modes de vie pour bien se comprendre et puis vivre sur ce territoire alors qu'on a des modes de vie, des pratiques qui sont différentes.
Et enfin, renforcer le sentiment d'appartenance au territoire. C'est une disposition prioritaire, donc disposition, donc ça veut dire objectif. Et donc là aussi, dans cette fiche mesure, on doit pouvoir retrouver cet objectif et puis les moyens d'y arriver pour que ça puisse être mis en œuvre à l'horizon 2026-2041. Concernant maintenant les thématiques de l'économie de proximité, du tourisme et de la forêt, donc on a deux fiches mesures qui ont été particulièrement, qui ont été présentées et discutées lors de cette soirée-là. La fiche mesure numéro 9, soutenir les innovations dans l'industrie, le tertiaire et l'artisanat, intégrant la sobriété et les solidarités. Et la fiche mesure numéro 11, accélérer l'adaptation des pratiques forestières et renforcer la structuration de la filière forêt-bois. Sur la fiche mesure numéro 9, ce qui est ressorti, c'est premièrement l'importance de l'innovation et de l'expérimentation, donc, qui est considérée comme des priorités pour le devenir du territoire et à appréhender de manière transversale, notamment en lien avec les missions des PNR qui sont très très fortement centrées autour de l'innovation et de l'expérimentation. En second point, renforcer les ambitions en faveur de l'identité et de l'image du territoire en tant que territoire d'industrie. Donc, il ne s'agit pas seulement de communiquer sur le territoire d'un point de vue touristique, mais aussi sur son profil industriel, notamment pour développer sa capacité à être attractif sur ce secteur-là. Et enfin, un dernier point, le soutien à l'emploi et le renforcement de l'offre de formation adaptée aux métiers d'avenir, donc qui constitue un enjeu majeur, et ça fait écho forcément à notre fil conducteur de charte, qui est donc l'adaptation du territoire au changement climatique. Sur la fiche mesure numéro 11, ce qui est à noter, c'est que les dispositions étaient globalement partagées par l'ensemble des participants, et ça s'explique notamment parce que cette fiche mesure a été rédigée en s'appuyant largement sur la stratégie forêt-bois du parc qui est en cours, enfin, qui vient d'être validée et qui a été validée à l'issue d'une concertation assez large. Et c'est ce qui nous a permis d'aboutir dès fin mars à une version qui a recueilli un grand nombre d'avis favorables. Néanmoins, les sujets qui ont maintenu qui ont soulevé malgré tout des interrogations. Donc, c'est la question de l'équilibre sylvo-synergétique, donc un point qui n'était pas nécessairement mentionné dans les actions à déployer par le syndicat mixte. Et ça interrogeait les participants. En second point, les questions autour des mesures de conservation pour la libre évolution forestière, donc avec la proposition qui était faite de notamment réfléchir à la création d'une réserve forestière intégrale. Donc ça, c'est un sujet qui a créé du débat, a suscité le débat, qui n'a pas rencontré forcément une opposition, mais voilà, qui a soulevé le débat entre les participants. Et puis le dernier point qui a aussi suscité des échanges, c'est la sélection des essences face aux enjeux de demain et la régénération artificielle. Donc dans quelle mesure et à quel niveau on a recours à ces deux outils que sont la régénération artificielle et la sélection des essences pour adapter nos forêts au contexte de demain. Sur la fiche, non, c'est pas, je crois, Alors, concernant l'économie de proximité, le tourisme et la forêt, la fiche mesure qui a été, sur laquelle il y a eu des échanges, c'est la fiche mesure numéro 12 sur soutenir les innovations dans l'industrie, le tertiaire et l'artisanat en intégrant la sobriété et les solidarités. Format encore de la compétition. Ah, il faut que tu reprennes. Excusez-nous, il y a eu un moment de coupure. Je pense qu'il faut que tu reprennes au début de la présentation de la fiche mesure. Alors, Excusez-nous, on a une information comme quoi le lien ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez des difficultés à vous connecter? j'en ai relancé. Non, a priori, ça c'est OK. Moi, j'en ai relancé à 4 personnes qui Ok. marchaient pas. Oui, je confirme Excusez-nous. que c'est très difficile de se connecter et on a dû m'envoyer un autre lien. Moi, je viens juste d'arriver. C'est pour le commissariat de massif du Jura. Ah, OK. Donc, je suis C'est-à-dire que peut-être pas la seule. le lien du courriel de ce matin n'était pas fonctionnel? Oui, et de celui de début mai également. Et j'ai relancé le même. Là, j'ai pas envoyé Ok. aux personnes. Bon, C'était on va- le lien qu'à la base. On va voir pour les autres participants. Désolée pour ce désagrément, et puis on va voir ça pour les autres. Merci. Alors, je reprends sur la. Par contre, on a
Le partage, oui. Je reprends sur la fiche mesure numéro 12, donc soutenir les innovations dans l'industrie, le tertiaire et l'artisanat en intégrant la sobriété et les solidarités. Donc beaucoup de termes, vous voyez, ne serait-ce que dans l'intitulé, qui ont suscité des débats et des positions assez opposées, avec une cristallisation des débats autour de la temporalité de la transition touristique. Parce qu'effectivement, les termes de la fiche mesure qui avait été rédigée montraient peut-être une rapidité jugée trop importante par certains participants, voire brutale pour certains, et qu'il y avait des dispositifs d'accompagnement qu'il fallait renforcer pour réussir cette transition touristique. Le devenir des sites de ski alpin et nordique et les impacts économiques pour le territoire ont aussi soulevé de nombreux débats, toujours dans cet objectif de transition et d'accompagnement. Et enfin, la réalisation des projets de neige artificielle, où on n'a pas forcément, au sein des acteurs du territoire, un consensus sur l'avis et ce qui doit être inscrit dans une charte de parc sur les projets de neige artificielle. Les propositions de sujets qui ont été considérées comme à rajouter, c'est la valorisation des métiers du tourisme pour conserver un dynamisme du secteur et la prise en compte de leur saisonnalité et des implications. Et également un lien avec l'aménagement du territoire plus global, penser et réfléchir à l'hébergement des travailleurs saisonniers et lutter contre les lits froids. Donc, sur la troisième série d'ateliers qui concerne les thématiques biodiversité, agriculture et eau, donc une première fiche mesure a été abordée, c'est la fiche mesure numéro 1, préserver la qualité et la quantité de la ressource en eau, avec 3 points qui sont sortis particulièrement. L'importance de faire preuve de pédagogie pour améliorer la culture du bien commun de la ressource en eau, donc vraiment améliorer sa connaissance et sa prise en compte dans les projets au global. Un deuxième point sur des attentes assez fortes sur l'outil du Parlement de l'eau, en lien avec les enjeux de gouvernance sur cette ressource et de conciliation des usages, notamment sur le pas de temps de la charte jusqu'en 2041, avec potentiellement des tensions qui se renforceraient autour de cette ressource-là. Et puis un troisième point sur la nécessité de faire preuve d'ambition et d'adopter une approche transversale pour relever les défis de la préservation de la ressource en eau, et ce qui fait écho au caractère multithématique et évidemment transversale de cette ressource-là sur le territoire. Sur la fiche mesure numéro 2, qui s'intitule « Maintenir ou restaurer la fonctionnalité des écosystèmes », on a 4 points qui ont particulièrement soulevé le débat. Déjà, on a des dispositions qui étaient globalement partagées par les participants, mais à chaque fois un rappel de l'importance de recourir au levier d'éducation, de sensibilisation et de communication pour œuvrer en faveur de la fonctionnalité des écosystèmes. Donc vraiment un préalable du partage et de la connaissance qui a vraiment été souligné. Un second point concernant la mise en place d'aires de protection fortes, qui n'a pas fait l'objet d'opposition manifeste, mais il a été souligné que la mise en place de ces aires de protection fortes devait faire l'objet d'importantes concertations sur le territoire avant d'être concrétisée. Un troisième point sur l'enjeu autour des espèces exotiques envahissantes. Et enfin, un dernier sujet sur le renforcement ou la réintroduction d'espèces sur le territoire. Voilà, comment se positionner par rapport à ça et quelle position avoir. Toujours lors de cette même soirée a été abordée la fiche mesure numéro 10, qui s'intitulait à l'époque « Accompagner et valoriser une agriculture diversifiée, résiliente, à haute valeur territoriale, économique et écologique », avec de nombreux débats très riches également, et en premier lieu sur les termes, voilà, sur qu'est-ce qu'on entend par haute valeur territoriale, économique, écologique, ou même la diversification. Et ce qui est mentionné sur cette diapo, c'est effectivement la précision, en particulier du terme filière non alimentaire, qui évoque notamment la laine. Était attendu un renforcement du soutien au pastoralisme dans cette action inscrite dans une charte, et l'importance de la connaissance, toujours pour accompagner cette transition et viser une agriculture résiliente à haute valeur.
Donc, on rejoint le fil conducteur de la charte 2026-2041, adaptation aux transitions et aux changements globaux. Également, enfin, il est très très important, et ça a été souligné dans cette fiche mesure, mais dans d'autres, la volonté de ne pas opposer, de trouver la bonne conciliation entre production diversifiée et la filière dominante bovin-lait qui fait la qualité de notre territoire, et un soutien économique nécessaire pour accompagner la diversification et des leviers d'action sur le foncier à renforcer par les collectivités pour maintenir cette activité agricole sur le territoire. Et enfin, donc la séquence 4 d'atelier aménagement, mobilité et énergie, donc qui était la dernière soirée. Donc là, plusieurs fiches à nouveau ont été abordées. On a d'abord la fiche mesure numéro 5, accompagner l'évolution des paysages pour garantir le sentiment d'appartenance au territoire et la compréhension de son évolution. Donc à nouveau 4 points qui ont particulièrement été soulignés par les participants. Tout d'abord, on retrouve cela dans le premier et le dernier point, c'est l'importance de considérer que le paysage n'est pas figé, mais le paysage est bien en évolution. Donc vraiment, il a été souligné qu'une approche proactive et tournée vers l'avenir concernant le paysage était indispensable. Et puis qu'il fallait vraiment intégrer cette dimension évolutive, notamment au regard des transformations à l'œuvre actuellement et notamment de l'évolution climatique. En revanche, s'il était plutôt attendu que l'aspect évolutif soit bien mis en évidence, il a également été souligné l'importance de préciser et de valoriser des paysages, à la fois les paysages remarquables emblématiques du territoire et également ce qui fait l'identité paysagère du territoire, à savoir les mosaïques et puis les cadencements paysagers. Pour la fiche mesure numéro 7, réussir la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique. Donc, il y a une fiche mesure particulière puisqu'elle est transversale. Elle correspond au fil conducteur. Elle est extrêmement transversale, encore plus que certaines. Et elle correspond à notre fil conducteur de documents en général. Sur ce sujet-là, 3 points. Le premier, la communication et la sensibilisation. Donc, qui sont considérés réellement comme des leviers qui sont à prioriser pour favoriser l'adaptation au changement climatique. Un deuxième point sur la sobriété énergétique, il a vraiment été souligné à plusieurs reprises que c'était le préalable et la priorité à donner. Et puis enfin, un dernier point concernant les projets d'ENR avec le renforcement de la sensibilisation et du conseil pour l'accompagnement des projets d'ENR sur le territoire. Toujours dans cette même soirée, ont été abordées 2 autres fiches mesures. La numéro 8, contribuer à un usage du foncier équilibré et soutenable et faire évoluer collectivement nos pratiques de déplacement vers des mobilités plus durables. Concernant l'usage du foncier, en premier lieu, il y a eu une veille à avoir une approche territorialisée pour prendre en compte finement les enjeux en matière de foncier dans les différents secteurs, puisqu'on a un territoire où il y a des dynamiques de développement et de démographique et développement urbain qui sont très différents. Donc vraiment avoir une approche très fine sur le développement local, parce que les villages, les villes, les centres-bourgs ne subissent pas la même pression. Donc c'est ce qui est attendu dans la charte. Prioriser également l'évitement et la réduction de l'artificialisation des sols via des projets de réhabilitation, surélévation et mutualisation. Donc déjà des dispositifs existent pour cela, mais dans la charte, on attend que ça soit clairement inscrit. La densification également est un axe de travail, mais en maintenant des espaces ouverts et en conservant certaines dents creuses, donc des lieux plus aérés pour éviter justement des effets d'îlots de chaleur, par exemple. Et puis, un développement, une recherche d'habitats nouveaux, légers, insolites, qui peuvent être une solution, même si ça a soulevé plusieurs débats. Donc ça reste à creuser. Et enfin, approfondir le sujet de la renaturation dans les espaces urbanisés. Concernant l'évolution des pratiques de déplacement vers des mobilités plus durables, 4 points ont été soulignés. Et c'est en premier lieu de soutenir la ligne des hirondelles, donc pour précisément
travailler sur une accessibilité du massif. Donc, c'est une réflexion qui a mené sur l'aménagement, mais plutôt d'une nouvelle offre. Donc, des trains plus légers, des téléphériques, ça a été aussi évoqué. Renforcer l'approche transfrontalière des mobilités. Donc, c'est un axe de travail qui est attendu pour l'accès mobilité. Les approches de mobilité durable que sont le covoiturage, l'intermodalité, les vélos à assistance électrique, c'est un axe de travail qui a été souligné. Et enfin, intégrer des objectifs en faveur d'aménagement pour le développement des mobilités cycles, qui aura été aussi listé comme axe de travail à inscrire dans la charte. Alors, avant de passer sur la suite, c'est-à-dire sur la restitution du dernier temps de ces ateliers, on souhaitait quand même rappeler le fait que l'ensemble de la matière qui vient de vous être présentée constitue donc une synthèse des échanges, de ce qui est ressorti de la part de l'ensemble des participants. Cette matière-là, elle a été intégrée dans la rédaction des fiches mesures. Donc, on fera un point sur la suite, les suites qui sont actuellement données à ces fiches mesures. Mais voilà, simplement pour vous dire qu'il s'agit bien de la restitution de ce qui a été exprimé et pas nécessairement de ce qui a été retenu par les élus. En tout cas, ça se veut le reflet fidèle de ce qui a été exprimé à ce moment-là. Le dernier temps de ces ateliers, donc pour rappel, on avait bien des ateliers qui étaient séquencés en 2 temps, 2 heures en format élargi avec les élus du territoire et les acteurs socio-professionnels et associatifs techniques. Et puis un dernier temps, donc 1 heure de débat avec les élus syndicats mixtes. Là, l'idée était d'échanger fort de la concertation qui avait eu lieu les 2 heures précédentes sur certains sujets potentiellement sensibles et de pouvoir commencer à dégager une posture politique du parc sur certains sujets sensibles du territoire. Voilà, donc ça a consisté à la fois des sujets qu'on avait pré-identifiés parce qu'on les avait identifiés auparavant, soit sur des sujets qui ont fait dissensus au cours des échanges et donc on a souhaité ramener au débat politique lors de cette dernière séquence. Donc le format était un format de vote, hein, chaque élu disposait d'un carton vert, orange et rouge et puis pouvait signifier à la question qui lui était posée sa position. Donc vert, je suis pour, jaune, je suis mitigé sans m'opposer et rouge, je suis contre. L'objectif étant de permettre aussi le débat sur ces questions-là et de pouvoir faire évoluer les positions de certains élus. Il est à préciser bien évidemment que le format de ce format de débat, de concertation, n'était pas un format délibérant. Il y avait une certaine participation, mais qui était très variable d'une soirée à l'autre. Donc, les quelques réponses qu'on va vous partager aujourd'hui dans cette restitution ne constituent évidemment pas la position politique du parc sur ces sujets-là, mais donnent quelques tendances. Il vous donne aussi une idée des sujets qui ont pu être abordés avec eux sur cette séquence-là. Donc, on a une trentaine au total de questions qui ont été posées. On en a extrait quelques-unes ici à l'écran pour vous en donner un petit aperçu. Donc, une première question concernant l'intégration des habitants à la gouvernance du parc, avec une position des élus qui était plutôt pas favorable à cette intégration-là. On a eu des questions également sur le tourisme et puis la fréquentation. Faut-il continuer à vouloir accueillir toujours plus de monde au Jura? Et faut-il continuer à investir dans la neige? Avec 2 questions, donc là où des avis partagés ont été recueillis, donc ça, qui ont particulièrement aussi suscité le débat au sein de l'Assemblée. Ensuite, des questions avec des positionnements plutôt favorables. D'abord, les collectivités doivent-elles être opérateurs fonciers pour soutenir la diversification agricole avec une position favorable? Ou encore, est-ce qu'on est prêt à laisser plus de place aux rivières au détriment de l'urbanisation? Position plutôt favorable. 2 questions ensuite d'aménagement et d'énergie. Le paysage doit-il être un point bloquant dans le développement des projets d'aménagement? Avec une réponse largement favorable. Et puis, faut-il définir des secteurs d'exclusion pour le développement des ENR? À nouveau, réponse largement favorable. Donc, voilà, je précise bien à nouveau qu'il ne s'agit pas ici de la position des syndicalistes du parc, mais simplement des éléments qui sont ressortis des débats lors de ce temps de concertation qui est hors des instances délibérantes du syndicaliste. Je rajouterai que pour chaque question, il y a eu également un temps de discussion sur la formulation
Je pense que ça doit vous susciter plein de questions, en fait, cette façon de formuler ces questions. Elles ont volontairement été rédigées pour être clivantes, pour qu'on ouvre le débat sur certains points et puis que ça puisse nous permettre techniquement, ensuite, après, avec nos échanges avec nos partenaires techniques, de creuser des sujets et puis de proposer une écriture qui permette de trouver la bonne maille, parce que le slogan de Tout Parc, c'est convaincre plutôt que contraindre. Donc, c'est précisément là où on doit trouver l'écriture qui conviendra au plus grand nombre pour atteindre l'objectif de maintenir un territoire de parc très qualitatif dans le temps. Alors, les prochaines étapes, donc on vous a restitué l'ensemble des échanges de façon très, très simple, synthétique, de fin mars. Depuis, il y a eu beaucoup de temps d'échange avec nos partenaires, de discussion avec nos élus du syndicat mixte pour poursuivre cette rédaction. Donc, on a des fiches mesures qui sont aujourd'hui amendées, enrichies, qui ont à être partagées, consolidées, à la fois avec des avis techniques et puis des retours des collectivités signataires. Donc, on est sur cette phase-là avec un recueil de remarques, réactions jusqu'à la mi-juin pour travailler sur le contenu du projet de charte. Nous prévoyons une intégration des contributions dans cette phase de juin jusqu'à le début de l'été. Nous avons un comité technique, un comité de pilotage qui sont programmés le 28 juin. On fera un état de l'avancement, mais également on présentera les documents préalables que sont l'évaluation et le diagnostic. Et puis le projet de charte, puisque les fiches mesures, c'est une partie, mais il y a également bon nombre d'éléments qui sont en cours d'écriture. Donc un temps d'information sur ce document pour également le faire au comité syndical du 6 juillet. Et une poursuite des travaux pendant l'été et à la rentrée pour finaliser le projet de charte qui va être transmis à l'automne, qui doit être transmis, c'est ce qui est prévu à l'automne, aux régions qui donneront leur avis et qui transmettront à l'État. Et ensuite, on reprend la frise que je vous ai présentée au départ, c'est-à-dire la visite d'une délégation du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération qui nous remettra un premier avis sur ce projet de charte. Et par la suite, l'intégration des remarques, des avis pour faire évoluer notre projet, pour qu'il soit un projet qui soit validé au final par les instances et qu'on maintienne le label pour le territoire du parc naturel du Haut-Jura. Merci pour votre attention. Nous sommes dans les temps et comme l'avait annoncé Margot en démarrage de réunion, si vous avez des questions, donc on voit qu'il y a plusieurs problèmes sur la connexion. Non, aucun souci. Aucun Non, c'est bien. souci. Voilà, Ok. on vous avait indiqué en début d'intervention que vous aviez la possibilité d'intervenir au fil de l'eau sur le chat et qu'on prendrait connaissance des questions au fil de l'eau, enfin, en fin de séquence, pardon. Donc là, ça n'a pas forcément été le cas. En revanche, voilà, il nous reste du temps pour échanger. Donc n'hésitez pas si vous avez soit des questions, soit des remarques, des demandes de précision à nous partager. On y répondra avec plaisir. Oui. Moi, j'ai juste une question pratique. C'est Hélène de Kergariou pour le commissariat de Oui, Massy. bonjour Hélène. Bonjour à tous. Vraiment juste une question pratique. Je suis arrivée un peu en retard parce que j'avais un problème de connexion. C'est pas très intéressant. Juste, est-ce que ce document-là, vous allez nous le transmettre pour que je puisse y rejeter un coup d'œil de manière plus précise? Oui, en fait, nous avons enregistré le webinaire, donc il va être accessible sur le site internet du parc. Mais le Donc, document, vous aurez la présentation et le document, mais on peut vous envoyer le support d'accord, en direct. Oui. Et puis, les services de l'État, nous, on va se réunir aussi dans le courant du mois de juin pour
apporter un avis collégial. Enfin, vous êtes bien au courant de tout cela. Donc, c'est intéressant aussi de cette démarche d'apporter des avis collégiaux. Merci en tout cas pour la présentation, qui était très claire. Merci. Est-ce que vous avez d'autres demandes de précision, des informations? Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres remarques, on va vous proposer de clôturer le webinaire. Ah, on a une petite brève. Bonjour, le patrimoine bâti est-il pris en compte à ce stade? Oui, il l'est. On pourra répondre à des questions, ça fait partie des échanges sur certaines fiches mesures. Il y est au titre des paysages et il y est également au titre du foncier. Et puis même également sur les fonctionnalités des écosystèmes. Donc il y est à plusieurs titres. La qualité des paysages, donc le patrimoine bâti en fait partie. L'urbanisation, donc comment on rénove et peut-être construit de nouvelles habitations et bâtiments dans les centres patrimoniaux. Comment également intégrer les panneaux photovoltaïques ou les énergies renouvelables dans du patrimoine bâti, sur du patrimoine bâti. Donc voilà, ça c'est un des sujets. Et puis, comment renaturer les centres urbains et donc travailler également sur des façades et la performance thermique des bâtiments. Donc, il l'est à plusieurs titres. Donc, ça me permet tous ces éléments-là, ces exemples me permettent de souligner la transversalité de toutes nos fiches mesures. On a effectivement un fil conducteur qui est adaptation et accompagnement au changement climatique et aux changements globaux. Et vous verrez à la lecture de l'ensemble du sommaire, quand vous regardez les intitulés qui ont évolué pour certains depuis le mois de mars, il y a beaucoup d'éléments qui font écho à plusieurs fiches mesures. Donc ça, c'est un des sujets sur lesquels on est attentif, parce que vraiment, on est un projet qui soit décliné avec plusieurs entrées. À la fois sur l'entrée plus environnementale, les préservations des biens communs, sur l'aspect développement de filières économiques, et puis une entrée plus sociétale et sociale sur la troisième vocation, ambition. Nous avons une question de M. Panier pour nous. Pouvez-vous détailler un peu plus le sujet de la réserve intégrale forestière? Alors, donc il a été évoqué parce que ce sujet figurait donc, sur la proposition de fiche mesure qui avait été mise en débat. Il figurait sous une formulation qui était réfléchir à la création d'une réserve intégrale forestière sur le territoire. Et ça a fait débat parce que le terme en lui-même était mal connu de l'ensemble des participants. Donc, on a détaillé ce qu'était une réserve intégrale forestière. Et dès lors, ça a levé les débats. Sachant que l'idée, encore une fois, c'est pour certains sujets dans la charte, vous le verrez, il y a des éléments qui constituent des actions à mettre en œuvre, des sujets à concrétiser de manière claire, et d'autres qui relèvent plutôt des réflexions à mener pour voir si ça peut aboutir. Donc là, typiquement, la création d'une réserve intégrale forestière, c'est un sujet qui est proposé à la réflexion et dont on va se saisir ou pas le territoire pour la mise en œuvre. Oui, je me permettais de poser la question parce que la logique de l'intitulé renvoie à la forêt publique. Est-ce que c'était que forêt publique ou c'était également forêt privée? Alors, ça revêt la forêt publique parce que c'est vrai que c'est un outil qui est très clair et identifié pour la forêt publique et qui existe moins de manière formalisée pour la forêt privée. Donc, dans première intention, c'était effectivement c'était vraiment sur cette forme-là, donc lié à la forêt publique. Et ça, c'est aussi des éléments qui sont sortis de la concertation autour de la stratégie forêt-bois du territoire. D'accord, donc oui, finalement, les RBI, c'est de la politique de l'ONF sur les forêts domaniales. Tout à fait. On n'était pas sur les forêts communales non plus. On était vraiment que sur éventuellement les forêts domaniales. D'accord. Autre petite question, j'en profite. Pour les aires protégées, il est marqué le retour, c'est qu'il y ait d'importantes concertations.
je ne vous cacherai pas que je suis un peu étonné que ce soit que sur cette politique-là qu'on voit parler d'importantes concertations, à croire que seules les aires protégées suscitent cette attente. Or, il me paraît important que les ENR, ce soit d'importantes concertations, que d'autres politiques réclament elles aussi d'importantes concertations. Et je ne vous cache pas que pour mes collègues, on est toujours étonné que quand on parle d'aires protégées, on nous dise qu'il faut d'importantes consultations. C'est le cas, systématiquement, et c'est inscrit même dans le Code de l'environnement. Donc on ne peut pas échapper à la concertation et on n'échappe pas puisqu'on ne veut pas échapper. Par contre, ce que j'observe, c'est que sur d'autres politiques, je ne me permettrai pas de les citer ici, mais l'échappatoire à la concertation existe assez souvent dès lors que ce n'est pas inscrit dans un code particulier. Donc je trouve que votre retour, bon, qui est sincère, je pense, mais focalise beaucoup sur ce point. Alors peut-être que c'est moi qui réagis à vif parce que c'est une de mes missions avec mes collaborateurs, mais c'est un peu gênant de s'entendre dire qu'il faut concerter les aires protégées, comme si par le passé, et là c'est une question vers vous, mais ne répondez pas maintenant parce que ça déborderait sur ce webinaire, mais pour voir ce qui se passe en Bresse, où il y a des élus qui sont porteurs d'un projet de PNR, les critiques qui sont reportées par le monde agricole, hein, je dis bien le monde agricole, je ne cite pas qui, mais, et qui viennent nous dire que ça se passe mal avec l'agriculture dans le PNR du Haut-Jura. C'est ça qui est répété, je vous le dis, puisque c'est dans les comptes rendus, c'est officiel, c'est dans la presse. L'agriculture se passe mal dans le Haut-Jura. C'est ce qu'on nous dit quand on essaie de travailler avec les élus, les agriculteurs de Bresse. Moi, je cherche, en tout cas, nous, l'Adréal, on cherche à neutraliser, pas dans le sens interdire ce propos, mais neutraliser dans le sens, il faut que ce soit neutre. Il faut que quand les personnes critiquent le PNR du Haut-Jura sur sa politique agricole, ce soit argumenté. Qu'on ne vienne pas utiliser quoi que ce soit, parce que je regrette vivement que la profession agricole aille nous dire en Bresse, ne faites pas de PNR parce que ça se passe mal dans le PNR du Haut-Jura. C'est trop facile. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe mal, et je n'ai pas le sentiment que dans ce que vous restituez sur l'agriculture, on nous évoque des problématiques. Moi, je pense que le PNR, bien sûr, vous en êtes convaincu, vous, c'est un facteur de réflexion, c'est un lieu de concertation, c'est un lieu qui crée des recherches de solutions, ce n'est pas un lieu qui impose en agriculture des solutions. Donc, c'était juste pour vous alerter, le propos qui est fait sur le PNR du Haut-Jura, hors du PNR du Haut-Jura, hors de vos ateliers, est très critique à l'égard de votre politique agricole, et je crois que c'est sans fondement. Donc, peut-être que parfois, il faut faire sortir des critiques le concret. Hein, les aires protégées sont concertées, ça c'est concret. L'agriculture, je crois que vous la concertez aussi, et ça c'est concret. Et si on peut tordre le cou à ce genre de rumeurs, on avancera. Sinon, on restera sur des propos, j'oserais dire, politiques ou syndicaux. Alors, par rapport aux remarques là, que je vois du coup sur le fil de discussion, vous avez dit sincère, en fait, dans la restitution, nous avons restitué dans les termes et dans les conclusions ce qui a été évoqué lors de ces temps de travail particuliers où, comme j'ai dit en introduction, d'une soirée à l'autre, d'une table à l'autre, il n'y avait pas les mêmes parties prenantes autour de la table. C'est ce qui a fait la diversité des interventions. Donc, si l'importance de la concertation a été notée dans notre synthèse, c'est parce qu'elle a été rappelée et soulignée. Donc, d'après ce que vous dites, ce n'est pas surprenant parce que vous l'entendez par ailleurs. Donc, ça a été redit dans ces ateliers qu'il y avait une importance à concerter sur tout ce qui était arrêté de protection air naturel protégé. Donc voilà, on n'a pas. On est dans un format où ça a été ressouligné, cette importance de la concertation sur ce sujet-là. Par contre, ça l'a été évoqué sur d'autres sujets, mais de façon moins forte. Et concernant l'agriculture, sur précisément la fiche mesure numéro 10, je peux vous indiquer que avant la réunion du 28, il y a eu des discussions techniques, il y a également eu des discussions politiques sous format webinaire. Donc, on a une concertation avec la profession agricole. Je dis on, ce sont les élus, les techniciens, avec l'ensemble des parties prenantes et techniques et politiques sur le sujet de l'agriculture dans un parc naturel régional pour voir comment dans la charte du parc naturel, il y aurait spécifiquement des actions qui pourraient être menées, mais qui ne soient pas
contradiction, en confrontation avec l'agriculture qui est déjà en place. Donc, je vous confirme qu'il y a des temps de discussion pour trouver la bonne écriture et que ça se poursuit jusqu'à la validation par les élus du projet de charte au final, sur ce sujet comme sur d'autres. Mais ça fait écho aux enjeux autour de l'eau, aux enjeux même de la sensibilisation, de la mobilité, du tourisme. Donc voilà, c'est un sujet qui est très transverse également, l'agriculture, les paysages. Donc je vous confirme que on est dans une approche de travail en collaboration. Et effectivement, après, il y aura une décision par les élus du comité syndical pour valider le projet de charte. Avec, vous mentionnez le plan alimentaire territorial. Voilà, concernant le soutien à la diversification agricole, il y a effectivement des liens avec les démarches qui sont en place. Donc, les programmes, plans, c'est prévu. Sur la question de Monsieur Besroux, j'espère que je n'écorce pas votre nom. Effectivement, vous demandiez si un lien allait être fait entre le soutien à la diversification agricole et le plan alimentaire territorial. Donc, c'est bien prévu, mais c'est un sujet qui est intégré dans une autre fiche mesure, qui est la fiche mesure 14, qui n'a pas été présentée ni en concertation, ni ici, a fortiori, dans la synthèse. C'est bien prévu. Et concernant ensuite les questions donc, de Hervé Richard, de notre membre de notre conseil scientifique et prospectif, alors là, on est vraiment déjà sur des points, donc la question, sensibilisation et conseils pour les ENR, ne peut-on pas être plus prescriptif, par exemple prescrire du photovoltaïque sur les grands bâtiments et mettre en place des ombrières équipées sur les parkings de grands magasins ou des usines? Alors, effectivement, là, à nouveau, on fait une synthèse d'une concertation. Donc, déjà, par synthèse, forcément, on va avoir des éléments qui sont des éléments de bilan, qui sont uniquement les éléments saillants, et sur une version qui était une version première, qui était une version préalable de mars. Aujourd'hui, dans les fiches mesures qui sont dans leur version actuelle, on va dans ce niveau plus détaillé. Mais voilà, ce n'était pas l'objet des ateliers de concertation qui font l'objet de cette restitution aujourd'hui. Ça me permet d'ajouter également qu'on a plusieurs points de vigilance dans cette écriture, c'est que la charte ne doit pas donner une règle de plus. Donc, on n'a pas d'écriture réglementaire, et donc on doit être très vigilant là-dessus, qui est possible, parce que sinon, ça ne passera pas. Donc, dans la rédaction, il n'est pas possible de prévoir une réglementation ou des termes qui induiraient une réglementation supplémentaire aux réglementations nationales. Monsieur Bull, vous avez la main levée? Oui, j'avais juste une petite question sur les aires protégées. Bon, sur la réserve intégrale, je ne suis pas intervenu parce que bien évidemment, pour nous, ça concerne la forêt publique et ce n'est pas mon domaine de prédilection. Par contre, sur les aires protégées, j'aimerais qu'on me rappelle quelle a été une concertation mise en place, à l'époque bien sûr, sur les différents arrêtés de protection biotope, entre autres ceux de falaises calcaires qui à l'époque s'appelaient Faucon-Pèlerin. Je ne me souviens pas qu'une concertation particulière ait été mise en place à cette occasion-là. Est-ce qu'au niveau des services de l'État, vous avez l'information? Alors, je ne voulais pas transformer votre webinaire sur ce sujet-là, mais pour l'Adréal, je peux répondre. Pour l'immense arrêté de biotope forestier que tout le monde connaît de forêt d'altitude, il y a eu un comité qui a été constitué, en plus de concertation bilatérale. Pour les falaises, qui sont des sites protégés de très longue date, il y avait des concertations avec les acteurs, principalement de l'escalade, la Fédération française de montagne et d'escalade, et il n'y a pas eu spécifiquement de comité de suivi très large avec les acteurs, vu l'étendue des surfaces qui étaient plutôt linéaires, garde sur carte, et qui concernent des falaises. Donc il n'y a pas l'équivalent à celui de la forêt d'altitude, si c'est ça que veut évoquer M. Bull. Et par contre, ça passe systématiquement en commission départementale nature, cité, paysage, et par le passé sous d'autres formes. Donc c'est une obligation du Code de l'environnement. Voilà, donc la concertation se fait toujours avec les acteurs locaux, mais il n'y avait pas pour les falaises des comités dédiés comme vous avez connu sur forêt d'altitude. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Sur forêt d'altitude, j'entends bien qu'il y a eu une concertation. Sur les falaises, à mon avis, il n'y en a pas eu, hormis avec les clubs d'escalade.
Donc, mais on entend votre message et effectivement, il faut concerter avec tous les acteurs et les propriétaires ou leurs représentants. Et ça, il y a des consultations qui sont obligatoires, ce sont les consultations du public, mais il est important qu'en amont des consultations officielles, il y ait des concertations. Et votre message est entendu, Monsieur Bull. Merci. Parfait. C'est moi qui vous remercie. On va peut-être clore ce webinaire, à moins qu'il y ait une demande d'intervention, une dernière. Je crois pas. Parfait. Merci à tous. Et puis, bon après-midi à vous. Si vous souhaitez recevoir le diaporama, on peut vous le transmettre en direct, comme l'a demandé Madame la commissaire de Massif. Sinon, vous aurez accès à l'enregistrement et donc au support sur notre site internet dans les prochains jours. Merci à tous. Merci Merci beaucoup. à tous. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.